So thank you very much indeed. I'd now like to move on to the urgent debate that we have on the changes in Arab countries. I think earlier on I referred to the momentous events taking place in the Middle East. Yesterday the Bureau considered a letter that had been sent by Mr. Gilbert Roger from the French delegation asking us for this debate. We agreed that in accordance with Rule 19.2 this should happen. I'm going to open, because Mr. Roger isn't with us, but Mr. Leck is going to speak on behalf of Mr. Roger, and then we'll hear from Mr. Gianni Bacchicchio, who we're always delighted to see with us as the President of the European Commission on Democracy Through Law, the Venice Commission. But first of all, Mr. Leck, please. Monsieur le Président, effectivement, mon collègue Gilbert Roger, qui se trouve retenu par des élections en France, que vous comprenez bien, n'a pas pu être là, mais nous a demandé un peu de présenter et de soutenir sa contribution. Il ne s'agit pas d'une motion qui est soumise à votre vote, selon sa volonté. Il s'agit simplement d'alerter notre Congrès sur ce qui se passe dans ce monde. Vous y avez pensé, Monsieur le Président, et c'est très bien, de le mettre en sujet d'actualité. Et depuis le succès en janvier 2011 de la révolution du jasmin en Tunisie, le monde assiste à un printemps des peuples arabes. Et au nom de la liberté, les Tunisiens et les Égyptiens ont renversé leur despote. Le dictateur libyen vacille dangereusement et la pression s'accroît sur les régimes autoritaires dans de nombreux autres États arabes. C'est ce que voulait que nous rappelions mon collègue. Et vous avez sa contribution qui vous a été distribuée, et je n'en ferai donc pas la lecture. Simplement, au cours de son texte, il évoque des propos qui ont été tenus, des événements. L'âme arabe, dit-il, est brisée par la pauvreté et le chômage, déclaré le secrétaire général de la Ligue arabe lors du sommet de Sharm el-Sheikh le 19 janvier dernier, et cette expression résumée à merveille la crainte de beaucoup de gouvernements de la région de voir la révolution tunisienne emporter leur régime. Pour toutes ces raisons, nous dit notre collègue, le soulèvement héroïque des peuples tunisiens et égyptiens doit avoir une valeur d'exemple. Il le signale, vous le remarquerez également, dans son texte, le rôle essentiel des femmes dans le soulèvement populaire. Elles doivent prendre toute leur part dans la nouvelle gouvernance. Face évidemment à cette situation qui n'est pas méconnue et qui sensibilise chacune et chacun d'entre nous, Monsieur Roger rappelle avec force, et il a parfaitement raison, que le Conseil de l'Europe a le devoir d'aider les peuples arabes, en évitant d'ailleurs tout paternalisme. Il souligne que le Congrès a déjà une longue expérience de coopération avec les pays de la région. Il évoque en particulier, vous l'avez aussi dit tout à l'heure, Monsieur le Président, que dans le cadre du Forum des villes euro-arabes qui vient de se réunir à Malaga les 25 et 26 février 2011, le Congrès et les partenaires du Forum se sont engagés en tant que représentants des autorités qui sont plus proches du peuple à bâtir un nouveau modèle de participation des citoyens pour le meilleur développement possible de notre région. Je dois insister d'ailleurs sur le texte qui a été soumis à la déclaration de ce deuxième forum des villes euro-arabes. Il vous souvient, Monsieur le Président, que nous avons insisté, nous le Congrès, enfin en tout cas la délégation du Congrès du Conseil de l'Europe, pour que la phrase suivante figure. Le forum rend hommage au courage des femmes et des hommes, des villes et des communautés qui s'engagent actuellement sur la voie de la démocratie et de l'acquisition de libertés fondamentales, notamment le droit à la protestation et à la liberté d'expression. Le Forum réclame la cessation immédiate de tous les crimes contre l'humanité commis contre la population civile
Dans ce cadre, les participants au forum s'engagent à poursuivre cette action afin de garantir la paix dans leur pays. En faisant référence à ce texte, j'invite évidemment nos délégations à le parcourir et à répondre aux appels qui sont faits par les villes, les régions de l'ensemble de ces pays pour que nous accélérions la coopération culturelle, économique, mais aussi le soutien en termes de démocratie. Il y a également une référence faite par mon collègue Gilbert Roger au processus de réforme au Maroc, en soulignant que le Congrès avait contribué au projet de régionalisation à la demande du représentant du roi Mohamed VI, et c'est vrai que nous étions une délégation à apporter nos conseils et à mobiliser nos savoirs en faveur de cette régionalisation qui est en voie, semble-t-il, d'être mise en place au Maroc. Et il est insistant en précisant, à juste titre, que la Charte européenne de l'autonomie locale est un texte de référence qui a maintenant fait ses preuves sur le continent européen et qui pourrait avoir comme modèle du développement de la démocratie territoriale dans les pays au cours de démocratisation. Enfin, il conclut sa lettre qu'il nous a envoyée. Sans cynisme, dit-il, nous devons maintenir certaines des coopérations traditionnelles euro-méditerranéennes tout en donnant la priorité à l'accompagnement intelligent du processus de démocratisation afin de bâtir les fondations d'une démocratie profonde. Je vous invite par conséquent, mes chers collègues, à ajouter, si vous le souhaitez, votre signature à ce texte. Thank you very much indeed, Mr. Leck, for that introduction. Can I ask members who would like to speak in this debate to please hand in your names as soon as you can. Mr. Bakikio, President of the Venice Commission, is with us. He's recently returned from Tunisia. The Commission, of course, are a natural partner in the work of institutional reconstruction, which will have to take place in Tunisia. Gianni, we are absolutely delighted that you're with us. We always see the Bakikios as a pillar of the Council of Europe in itself, and always delighted to work with you. And Gianni, the floor is yours for 10 minutes, please. Thank you, Mr. Chairman. It's a real pleasure to be with you today. Si vous me permettez, je vais continuer en français. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la Commission de Venise, depuis sa création, je dirais, et nonobstant l'immense chantier qu'elle avait devant soi à la suite de l'écroulement du mur de Berlin, a depuis lors regardé au-delà de l'Europe. Elle regardait au-delà de l'Europe pour mettre en partage les valeurs européennes qui ne sont pas seulement européennes mais universelles, la démocratie, les droits de l'homme et la primauté de droit, avec tout autre État non européen qui était ouvert à ce dialogue. C'est ainsi que nous avons coopéré tout de suite après la fin de l'apartheid avec l'Afrique du Sud en 1993 pour la préparation de cette belle constitution sud-africaine qui est un des succès au monde. Et ensuite, nous avons commencé à travailler avec la périphérie immédiate de l'Europe, à l'Est, notamment avec les pays d'Asie centrale, le Kyrgyzstan, déjà en 1994 pour l'élaboration de la première constitution, et ensuite avec le Kazakhstan, actuellement avec tous les États d'Asie centrale, à l'exception, malheureusement pour le moment, du Turkménistan. Ensuite, nous avons aussi établi de bonnes relations avec l'Amérique latine, avec plusieurs pays d'Amérique latine, et plus récemment, il y a 3 ou 4 ans, nous avons, faisant preuve de clairvoyance, nous avons ouvert un dialogue avec plusieurs États de la rive sud de la Méditerranée. Le premier qui est devenu membre de plein droit de la Commission a été le Maroc, suivi de l'Algérie et l'année dernière, au mois de mars l'année dernière, de la Tunisie. Israël et la Palestine coopèrent aussi avec nous. Mais au-delà de ces États, nous avons des relations très suivies avec beaucoup d'autres États, je dirais avec la totalité des États arabes réunis, ce sont 14 États arabes réunis dans l'Union des cours et conseils constitutionnels arabes avec laquelle la Commission de Venise a un accord de coopération.
Et à ce titre, nous avons été en Libye l'année dernière, à Tripoli, lors d'une conférence, au Yémen, il y a 2 ans, et au Bahreïn, et dans beaucoup d'autres pays arabes. L'Égypte, le Maroc, évidemment, qui sont nos partenaires privilégiés, surtout à cause du fait qu'ils sont déjà membres de la Commission. L'Égypte comptait devenir membre avant la fin de l'année dernière, mais après les dernières évolutions et événements ont fait reporter cette aspiration. On verra par la suite s'ils sont toujours intéressés, mais je le crois. Donc, nous avons constaté qu'il y a dans ces pays une aspiration à plus de démocratie. Même en Libye, l'année dernière, j'étais surpris d'entendre lors de cette conférence juridique avec la Cour suprême qu'il y avait des jeunes qui se permettaient, nonobstant le régime, de critiquer l'indépendance du pouvoir judiciaire en Libye. Et donc ça nous a confortés dans la conviction qu'on pouvait avoir une évolution dans le monde arabe. Malheureusement, on n'avait pas envisagé qu'il aurait pu avoir aussi une révolution et les choses auraient pu aller encore plus rapidement. Mais tout n'est pas gagné. Il y a eu une révolution en Tunisie, en Égypte. Les choses, comme vous le savez, sont très préoccupantes en Libye, au Bahreïn, qui pourtant était un exemple de presque démocratie. Le Parlement du Bahreïn avait en son sein déjà plusieurs femmes députées qui participaient aux travaux du Parlement. Ils avaient créé, le roi avait créé une cour constitutionnelle qui marchait, qui marche encore assez bien. Mais là, il y avait le problème de l'équilibre entre la majorité chiite, qui n'avait pas le pouvoir, et la minorité sunnite, qui l'avait par contre. Donc, la Tunisie. Nous y sommes allés la semaine passée, de jeudi à samedi matin, vendredi soir, et nous avons eu beaucoup de rencontres. On a rencontré le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre, M. El-Sessi, la société civile, ainsi que d'autres autorités, et surtout le président de la haute instance chargée de la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la démocratie. C'est le titre officiel de cette instance. Cette instance est chargée, entre autres, de préparer une loi pour l'élection de l'Assemblée constituante et une loi sur l'Assemblée constituante, c'est la création de cet organe qui devra, d'une part, élaborer dans un certain délai, probablement 1 an, une nouvelle constitution et d'autre part faire fonction de Parlement, parce que le Parlement a été dissous comme beaucoup d'autres institutions d'État, le Conseil constitutionnel, le Conseil économique et social, etc. Cette instance s'est réunie juste le jeudi. Nous étions là déjà, nous l'avons rencontré le vendredi et le président de l'instance nous a confessé qu'il était en train de démissionner. Parce que déjà, lors de la première réunion, nonobstant que cette instance soit assez représentative, parce qu'elle est composée de 70 personnalités, représentants de partis politiques, syndicats, de l'ordre des magistrats, du barreau, de la société civile, ainsi que d'un certain nombre de personnalités nationales. Alors, nonobstant qu'il y ait déjà une certaine représentativité dans cette instance, plusieurs groupes voulaient que d'autres personnes soient incluses. Et finalement, ils ont reporté le début véritable de leurs travaux à plus tard, lorsque le président de l'instance fera des propositions pour son élargissement. Donc, vous voyez, je cite cet exemple pour vous dire que la situation est encore fluide. Rien n'est encore gagné. Mais j'étais vraiment fort, tant avec les autorités qu'avec les médias, parce qu'il faut convaincre la population, en disant que le sacrifice de Mohamed Bouazizi, le jeune homme qui s'était immolé par le feu, et non pas parce qu'il était chômeur. C'est vrai, le chômage et la pauvreté ont brisé l'âme arabe, comme disait votre rapporteur. Mais il y a des raisons plus profondes. Il s'est immolé parce qu'on avait violé sa dignité.
c'était une lutte pour la liberté et la dignité de l'homme en Tunisie. Et ça, c'est une revendication très importante, non seulement en Tunisie, mais aussi en Égypte. Il y a du chômage, c'est vrai, et notamment dans les classes supérieures, c'est-à-dire il y a des jeunes diplômés, hautement diplômés, parce que les universités dans ces pays fonctionnent bien, bien qu'ils visent plutôt la quantité que la qualité, et ces gens ne trouvent pas de travail après avoir obtenu leur diplôme. Et pourquoi? Parce que les politiques n'ont pas été cohérentes. Ils n'ont pas poussé vers des filières qui correspondaient aux besoins économiques du pays. Et donc cette classe, je dirais, jeune et moyenne, fait partie aussi d'une façon importante de cette révolution. Donc j'ai dit, il faut quand même lutter pour les libertés, mais il faut d'abord de la stabilité gouvernementale. Ils ont chassé Ben Ali à juste titre, ils ont chassé le gouvernement Ghannouchi à moins juste titre parce que c'est un gouvernement d'experts. Mais effectivement, plusieurs membres de ce gouvernement faisaient partie des gouvernements précédents de M. Ben Ali. Maintenant, ils ont un gouvernement qui est légitime, composé de personnalités tout à fait loin des intérêts de M. Ben Ali, et donc il faut laisser le temps à ce gouvernement d'agir pour montrer des résultats concrets. Le Premier ministre me disait « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On me demande de créer des emplois dans les prochaines semaines. Je ne le peux pas. » Et je le crois bien. On ne peut pas sortir du chapeau des emplois pour le peuple tunisien. Donc, stabilité. J'ai dit aux médias qu'il faut soutenir ce gouvernement dans ses efforts. Prospérité. Il faut qu'il y ait une relance de l'économie qui, pour le moment, est vraiment sinistrée. Il n'y a pas de touristes en Tunisie, nonobstant que la belle saison ait commencé et nonobstant qu'ils ont des structures hôtelières très importantes. Mais donc les gens pensent que la situation est instable, ce qui n'est pas le cas. Donc le tourisme peut être relancé et il faut attirer les investissements étrangers. Par contre, j'ai entendu qu'il y a plusieurs investisseurs étrangers qui commencent à se retirer de la Tunisie parce qu'il y a des grèves, ils craignent l'instabilité, etc. Donc il faut créer un climat de confiance pour amener plus de prospérité dans le pays dans les plus brefs délais. Et ensuite, démocratie. Démocratie, j'en reviens à l'Assemblée constituante. Elle devrait être élue le 24 juillet, mais il y a un fort risque que l'élection soit reportée. Parce que ce n'est pas facile. Il faut d'abord faire une loi électorale sur laquelle les autorités planchent, mais il y a différentes options, etc., proportionnelles aménagées, uninominales, majoritaires, etc. Ensuite, il faut créer élire l'Assemblée constituante, avoir une constitution dans quelques temps, espérons dans un an, et après, finalement, lancer une vie normale pour les institutions de l'État. Donc, le Conseil de l'Europe, la Commission de Venise a beaucoup à faire. Comme vous l'avez dit, le rapporteur l'a dit, le Congrès était toujours près du monde arabe, la Commission de Venise aussi. Nous avons des pays qui sont membres de la Commission. Le Conseil en tant que tel peut et doit offrir sa coopération dans les secteurs prioritaires, notamment démocratisation, constitution, autonomie locale. Il y a le cas du Maroc. Je vais au Maroc, effectivement, où le roi avait déjà lancé ses projets de réforme pour l'autonomie locale, mais en Tunisie aussi. Et nous, vous pouvez compter sur la Commission de Venise, lorsque nous serons invités à coopérer pour la nouvelle constitution, va faire présent aux autorités tunisiennes l'importance d'une autonomie locale et de la coopération que le Congrès peut leur offrir. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Nous allons commencer dans les prochaines semaines avec la formation électorale du personnel électoral, c'est-à-dire de ces 5 à 8 000 personnes, on m'a dit, qui devraient s'occuper des bureaux électoraux pendant les élections.
Donc nous ne pouvons pas former 8000 personnes, mais on est convenu de former des formateurs. Et donc dans les prochaines semaines, nous enverrons des experts à Tunis pour former 200 à 300 personnes qui puissent après répercuter cette formation sur les autres personnels électoraux. Mais il y a beaucoup d'autres choses à faire. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Je pense encore une fois que le Conseil de l'Europe peut, et le Congrès, la Commission de Venise en particulier, peuvent faire quelque chose, beaucoup de choses pour la Tunisie et le reste des pays arabes qui le veulent, qui sont ouverts à la coopération avec nous. Je voudrais quand même vous dire un mot qui est une espèce de mise en garde. Il y a beaucoup d'offres. La communauté internationale est présente en Tunisie. Je pense, j'imagine que les autorités tunisiennes passent plus de temps à recevoir des invités qu'à travailler. Pendant notre visite, je sais, mais peut-être il y avait d'autres choses, qu'il y avait à part nous, il y avait Madame Hillary Clinton, il y avait Monsieur Buzek, le président du Parlement européen, et probablement beaucoup d'autres autorités. Donc j'ai appelé la communauté internationale. On a eu une rencontre avec tous les ambassadeurs des 47 grâce à l'initiative de la présidence turque à Tunis. J'ai appelé tous les ambassadeurs présents à Tunis du Conseil de l'Europe de coordonner dans toute la mesure du possible l'aide internationale, mais aussi l'aide bilatérale, parce qu'il y a aussi beaucoup d'aide bilatérale. Il y a beaucoup à faire en Tunisie, mais il ne faut pas faire du gaspillage, il ne faut pas faire des doubles emplois. Pour les autres pays, j'irai au Maroc les 4 et 5 mai. Là, nous avons déjà des pions parce que la commission constitutionnelle qui vient d'être créée par le roi est présidée par le membre marocain de la commission de Venise. Donc, la voie devrait nous être ouverte pour une coopération rapide avec les autorités marocaines. Et là, votre rôle sera très important parce qu'ils avaient déjà lancé ces projets de réforme de l'autonomie locale au Maroc. Pour l'Égypte, on a moins de contacts, bien qu'on a des contacts quand même bien établis, notamment le vice-premier ministre que nous connaissons bien, un professeur de droit constitutionnel, et nous irons en Égypte pour une conférence sur le système électoral début avril, et moi je vais saisir cette occasion pour avoir des contacts avec les autorités pour une coopération future. Je laisse pour le moment les autres pays qui sont encore en proie aux manifestations, à la violence et à la guerre, je dirais, comme en Libye. Nous espérons que l'exemple tunisien, j'ai dit aux Tunisiens, il faut que vous réussissiez, non seulement pour vous, pour la Tunisie, mais aussi parce que vous serez modèle pour tout le reste du monde arabe. Merci, Monsieur le Président. Well, Mr. Bakikia, can I thank you very much indeed for that intervention, which has certainly been very helpful, give us an up-to-date view on the situation. I mean, I think you know, Gianni, I always appreciate the work that you do personally, and certainly can I say on behalf of the Congress, we thank you for all that you do, we thank you all for the Venice Commission does. I would hope in terms of keeping up with intelligence on these issues, we'll be able to exchange views on how you think matters progress, how we can have an interaction and play our part as well. But appreciate you coming at short notice and for that very, very helpful contribution. So thank you very, very much indeed for that. We do appreciate it. We now, colleagues, move on to the debate. And first on my list, I've got Ms. Hermans from the Netherlands, please. Ms. Hermans. Thank you, Mr. Chair. On behalf of the Dutch delegation, I want to thank you for speaking at this moment. Mr. Chair, the events in the Arab world have been socially very intense. Marginalised citizens are claiming their right to participate as citizens in their country. They don't want to learn lessons, but they want to be heard. In the various countries, people have very capable people amongst them to rebuild the system, but they need the know-how and experience.
This calls for locally owned processes, in which genuine ownership is not a slogan but a reality, in which it is time for the local people to play a role. We, as Europeans, but also the international donor community, should support this new mentality. The demands of the Arab population show the need for a bottom-up instead of a top-down approach. This implies the need for capacity development at the local level and in particular of democratic local governments. What can we do? We, as colleagues in local and regional governments, could offer them a colleague-to-colleague approach, which enables learning from the experiences that colleagues in other countries have and that they lack. Learning from colleagues is considered to be less patronising as other types of development cooperation and generates trust and commitment to achieve the goals set by the locals themselves. We should assess their needs and support them. The International Cooperation Agency of the Association of Netherlands Municipalities, the VNG International, has immediately after the events created a special task force in order to be able to react quickly. It's launching a pilot programme on local government capacity building in Tunis and Egypt, with the German International Development Agency, and the EU is showing support to this approach as well. VNG International has huge experience in terms of capacity building of local governments, and even though the situation in the Arab countries is different, it's interesting to highlight that they were involved at a very early stage in the capacity building of local governments in Eastern Europe in 1989. If other local governments or their associations are also considering taking up these kind of activities, they are mostly welcome to joint efforts with VNG International. Ladies and gentlemen, we do have to support the Arab people in transforming this revolution into a democratic evolution. Thank you. Thank you very much indeed, Mrs. Hermans. Next on my list, I have Mrs. Oliver, Svetlana Oliver, please. Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, хочу сказать, что Российская Федерация изначально хотела, чтобы урегулирование внутренней проблемы Ливии проходило мирным путем. При этом, вы знаете, мы максимально тщательно отслеживали ситуацию и безоговорочно осудили действия руководства Ливии и руководителя ливийской революции в отношении собственного народа. Но то, как сейчас разворачиваются события, свидетельствует о том, что, к сожалению, начались реальные боевые действия, чего, конечно, допустить было нельзя. На наш взгляд, любые решения такого рода должны сопровождаться взвешенными консультациями и необходимостью помнить о том, что использование силы должно быть пропорциональным тому, что происходит. То, что в результате этих действий пострадали гражданские объекты, погибли невинные люди, женщины, страх в глазах детей, показывает, что, к сожалению, этого добиться государствам, принимающим участие в соответствующих военных мероприятиях, не удалось. И мы, конечно, исходим из того, что основополагающий принцип международного гуманитарного права, который мы с вами отстаиваем, не допустить грубой силы против гражданских лиц, должен универсально применяться к любой ситуации и любой стране. Считаем, что те, кто эту резолюцию 1973 выполняет, должны строго руководствоваться заявленной и затвержденной Советом Безопасности ООН целью по защите гражданского населения. Потому что право человека на жизнь – это незыблемое право. То, что же касается наших посреднических усилий, наших миротворческих возможностей, то мы готовы ими
пользоваться, если они смогут в этой ситуации пригодиться, чтобы путем переговоров постараться прекратить этот конфликт, не давать ему разгораться, а постараться прекратить. Надеемся, что последствия событий в Ливии будут с минимальным ущербом для стабильности в регионе, для тех перемен, которые, конечно же, назрели, но осуществлять которые все-таки лучше через национальный диалог всех политических сил в конкретной стране и максимально бескровным образом. Надеемся, что последствия не приведут к подрыву территориальной целости или развалу какого-либо государства региона. Спасибо. Thank you very much indeed, Mrs. Orlova. I've got two more speakers from the Russian Federation, and next on my list is Mr. Mukhometshin, please. Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, вопрос не очень простой. Можно считать позитивным и приветствовать демократические перемены, затронувшие последние месяцы стран арабского мира, так называемую арабскую весну. Очень важно, что в большинстве случаев демонстрации протеста против устаревших авторитарных режимов носили исключительно мирный характер. Я считаю, что и сегодняшнее заседание Конгресса, и в целом Совет Европы могли бы и должны внести свой вклад в демократическую стабилизацию этого региона, укрепление институтов гражданского общества и демократии, в том числе на местном и региональном уровнях. Именно на это, как мы понимаем, нацелена инициатива генерального секретаря Совета Европы господина Ягланда о политике соседства Совета Европы в отношении государств Средиземноморья и Ближнего Востока. Поэтому видим смысл сегодняшней дискуссии в поиске возможных средств и параметров содействия закреплению позитивных перемен в арабском мире, исходя из компетенций, инструментов и опыта Конгресса. Вместе с тем, разделяя в целом подходы нашего коллеги из Франции, господина Роже, полагаем, все же многие его оценки слишком восторженно радужные, а ожидания быстрого перехода демократии в эти страны завышенными, не учитывающими многие реалии, например, патриархальный характер общества этих стран, наличие в них многих движущих сил, включая столь влияющий фактор, как религиозный. Наивно полагать, что интернет – лучший инструмент для быстрого привнесения демократии в арабские страны. Многие события, их глубинные причины и возможные последствия на сегодня далеко не ясны даже специалистам. Более того, в письме Роже абсолютно не упоминается и не учитывается эскалация событий в Ливии с применением коалиции западных стран, силы, влекущие, к сожалению, человеческие жертвы и выходящие за рамки положений резолюции 1973 Совета Безопасности ООН, направленные исключительно на защиту мирного населения, а не свержение режима Каддафи, каким бы диктаторским он ни был. Убежден, что с помощью ракет «Томагавка» демократию в Ливии не принести. А вот получить серьезные последствия, сравнимые с иракскими, вполне реально. Поэтому мы, как Конгресс, должны выразить обеспокоенность по поводу происходящих там и призвать к мирному урегулированию ситуации в этой стране. С другой стороны, мы могли бы поработать на упреждение ряда негативных последствий от применения силы в Ливии, в частности, в плане продвижения в наших регионах и муниципалитетах ценностей межконфессионального и межкультурного диалога и добрососедства, повышенного внимания к вопросам миграции. Надо быть, мне кажется, и самокритичными. Мы должны признать и часть своей ответственности, прежде всего, правительств наших стран за ситуацию в арабских странах. Ведь большинство их правителей еще вчера были лояльными партнерами и желанными инвесторами в странах Европы. А некоторые, как Мубарак, даже союзником, а сегодня вдруг превратились в диктаторов и душителей свободы. На наш взгляд, в интересах демократии и стабильного будущего Ливии и ряда других стран этого региона нужно незамедлительно остановить кровопролитие, начать диалог между силами и самими ливийцами. Президент
нашей страны, Российской Федерации, Медведев предложил посреднические усилия в целях урегулирования данной ситуации, чреватой непредсказуемыми последствиями. К его предложению можно и нужно прислушаться. Я лично считаю, у международной коалиции есть целый ряд инструментов, помимо военной силы, чтобы осуществить эту цель. Я также считаю, что в случае принятия какого-то решения Конгрессу необходимо его довести до участников конфликта в этих странах и до широкой европейской общественности. Спасибо. Thank you very much indeed, Mr. Mukhamedchin. Now on my list I've got Mr. Kardikov, please. Спасибо, господин председатель, уважаемые коллеги. Создается впечатление, что самая активная часть дискуссии российской делегации. Между тем, последствия того, что сегодня происходит в Магрибском мире, то есть Северная Африка подпирает не Россию, а Европу, которая уже чернеет, и последствия этих событий больше всего в миграционном плане непредсказуемые будет ощущать и уже ощущает Европа. Поэтому я хочу тоже задаться вопросом. Я не уверен, что наша резолюция сегодня повлияет в какой-то мере на события, происходящие там. Тем более уж непонятно, господин председатель, я вам по-дружески, может быть, делаю в порядке замечаний или пожелания, но мы обсуждаем сегодня боевые действия в Ливии, защиту гражданского населения томагавками акватории Средиземного моря или от Бейрута до Марокко, весь Магрибский мир, тут докладчик вспоминал. Причем тут Марокко, который за Атласскими горами пока спокойно спит. Мы должны быть более последовательны, предусмотрительны, и каждый из здесь сидящих является родителем, папой, мамой, и должен себе представить, высшим правом человека, здесь мои коллеги из России уже говорили, является право на жизнь. И высшим правом Совета Европы тоже защита прав человека. И сколько детей, сколько людей осиротело, и кто за это отвечает? Это мы видели в Багдаде, в Балканах, везде. Поэтому нам бы хотелось рассуждать таким образом. Российская Федерация устами своего президента и премьера высказала свою позицию по первой и второй позиции. Но это не значит, что мы должны, как у нас говорят, все время бить и долбать Ливию, а где стреляют, там люди гибнут. На этот счет тоже у нас на Руси говорят, лес рубят, щепки летят. Невозможно реформировать, демократизировать ни Магрибский мир, ни арабский в целом, тем более там уже Кувейт принимает участие. А здесь докладчик говорил, что в ходе этих революций североафриканских народ вышел на улицу. А кто из вас не видит то, что население, часть протестное выступление в ряде стран самой Европы старой тоже выходит против войны. Следовательно, правители должны быть более смотрительны. Кому-то завтра выборы, кому-то еще что-то показывают. Поэтому у нас есть такое предложение более быть осмотрительным в принятии резолюции. У меня в руках документа нет. Чем мы сейчас руководствуемся и что мы сейчас даже не совсем понятно, господин Уитмар, обсуждаем. Поэтому, если в порядке пожеланий, то мы должны иметь в виду,
главным последствием этих событий может быть распространение каддафизма на всю Северную Африку, арабский мир, и хоть он сукин свой сын, вот то есть коллега Мухаммедчин говорил, вчера еще его за умиротворение ядерных амбиций обнимали, а потом ему простили расстрел или обстрел, падение самолета над вашей страной. Поэтому давайте будем более, мне кажется, более предусмотрительны. Ну, мне что можно посоветовать тому документу, который я не видел в глаза? Я хотел бы верить и надеяться, что страны, которые мы представляем, будут более предусмотрительны. А Российская Федерация, принимая такую позицию, не разрывая дипотношения, за собой сохранила позицию выполнять, так сказать, миссию между воюющими сторонами, миротворческую. Поэтому я призываю не восторгаться тем, что происходит. В Африке, в арабском мире демократия не так приживается хорошо. Сколько его не поливай, какой святой водой это не происходит, она не так приживается, как в Европе старой, новой. Поэтому наша задача учесть исторические уроки наших стран и с учетом этого вести свои действия. Благодарю за внимание. Thank you very much indeed, Mr. Korikov, for your contribution. Next, I'd like to ask Mrs. Buchmann from France, please, to contribute. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je parle à mon nom personnel et pas au nom de la délégation. Je voulais juste rappeler à l'interlocuteur précédent qu'il s'agit d'un texte de soutien aux peuples arabes et pas d'un texte de géopolitique. Pourquoi est-ce qu'il est important de soutenir les peuples arabes? C'est que ces manifestations ont été portées par l'ensemble des acteurs qui sont présentés et je voudrais que l'on insiste plus particulièrement sur une dimension qui est celle de la présence très forte des femmes dans les luttes actuelles, que ce soit des femmes plutôt dans des courants de pensée classiques ou traditionnels, ou des femmes plus engagées dans une société qui correspond à une société plus proche de la nôtre. La présence de ces femmes est essentielle, me semble-t-il, pour la réussite des révolutions, mais surtout pour la réussite de la gouvernance des pays par la suite. Pourquoi? Elles sont maintenant particulièrement bien formées. Ce sont des femmes qui sont engagées dans le monde professionnel. Ce sont des femmes qui ont commencé à occuper l'espace public. Je suis convaincue, parce que je travaille beaucoup avec elles, qu'il ne se passera pas ce qui s'est passé après la révolution algérienne, où elles ont participé à la libération du pays, mais ensuite ont accepté de retourner dans leur cuisine. Et ça, maintenant, c'est fini. Les femmes sont présentes, elles tiennent à être des actrices aussi de l'organisation de la société. Et c'est dans ce sens-là que j'aimerais bien que le texte, si on adopte un texte, comporte un paragraphe spécifique qui aille dans ce sens, et c'est ce que j'avais demandé à M. Roger et à différentes personnes à qui j'ai envoyé des mails. Il y a un deuxième élément qui me paraît essentiel, et il a été mis en avant aussi par M. Bukyokcho, c'est la nécessité de la formation et d'une aide à la fois à la formation aux méthodes et aux procédés de la démocratie, mais aussi beaucoup plus largement à la formation des esprits, à la formation professionnelle. Et il y a un pays qui, dans ce sens-là, a un rôle prépondérant, c'est l'Égypte. L'Égypte comprend de très bonnes universités. Les universités égyptiennes sont fréquentées par des étudiants égyptiens, mais des étudiants aussi de l'ensemble des pays du Moyen-Orient et jusqu'au Maghreb. Et c'est donc un relais fantastique pour aider la société civile à s'organiser et à réussir. Je vous remercie. Thank you very much indeed, Mrs. Buchmann. And you were right. This is a text. It's not a vote, a resolution. It's an expression of solidarity. I think it's the best way to describe what we've agreed to. Can I now ask Mr. Cohen, Mr. Michael Cohen from Malta, please? Thank you, Mr. President. Well, in these
Indeed, it is not the best situation that we are in here today. On one hand, we could decide on not to talk about this issue. On the other hand, as we are doing, we could at least focus on what is going on. This is a serious issue. And without going very much into detail, I think all of us, we still have a long road ahead of us. And I must say, a very difficult one. Coming from Malta, I would like to bring to your attention that all the politicians in Malta, this is the government and the opposition, together with the people of Malta, we are doing our best. We are giving our full support both to the United Nations and to the people of Libya, and also to the thousands that have been brought to our island to go back to their countries. Unfortunately, we have been put in a bad situation when 2 jets landed in our country, refusing orders coming from the government. Maltese government has not accepted to return these jets, and we did that in a very responsible way. But we have to be very careful on what we say and what we do, and how we do it. We have even put our input on discussions which were going on the release of the Dutch soldiers, and the Maltese government has put his input and his pressure, and we will continue to do that. At this delicate moment, mediation is not an easy task, but military action is neither. But on the other hand, something has to be done. And I honestly hope that the United Nations can find the best solution for peace in this region. Mr. President, I do understand that at this moment, caution is very important. At this moment, we must not rush and go into conclusions. But on the other hand, it's good to raise our concern. And it's good to know also how we, representatives of local and regional authorities, can do our best to help our neighbours in the Mediterranean region. Thank you very much. Thank you very much indeed, Mr. Cohen, for your contribution. Now I'd like to ask Mr. Varengia, please, to speak. The floor is yours. Grazie Presidente. Questa problematica che ha posto il collega all'inizio di questo dibattito, la questione araba, come delegazione italiana non può lasciarci senza dare un nostro contributo per un'auspicabile ricomposizione della democrazia in quell'area del Mediterraneo. Quindi non c'è dubbio che le vicende che hanno riguardato prima la Tunisia, poi l'Egitto, adesso la Libia ci devono dare un grande sforzo convinto da parte di tutti quanti che c'è bisogno di una pace duratura in quei territori. Però certamente l'Italia in questo momento è uno dei paesi più non soltanto a rischio bellico, perché la missione
è denominata una missione di tipo umanitario, quella che sta portando avanti l'ONU con anche l'adesione dell'Italia e di altri paesi, ma soprattutto quello di noi come delegazione italiana e quindi come rappresentanti degli enti locali nel nostro Paese auspichiamo anche una maggiore solidarietà da parte dei paesi che compongono il Consiglio d'Europa per una migliore gestione del flusso migratorio che sta attraversando il nostro Paese. Dall'inizio della crisi che c'è stata in quell'area in Italia ci sono stati 14.918 presenze immigratorie contro i 4.000 dello scorso anno, addirittura si prevedono oltre 50.000 presenze, quindi ecco, noi ci auspichiamo che siamo d'accordo su quanto è stato ribadito di una ristabilizzazione della democrazia, però chiediamo nel contempo, penso che non ce ne sia bisogno, però lo vogliamo rilanciare, una maggiore solidarietà, anche perché proprio stamane alla sede del Ministero degli Interni a Roma è stata fatta una riunione con le associazioni degli enti locali più rappresentativi italiani per supportare questa emergenza migratoria. Quindi auspichiamo che nel documento che si va a stilare, che noi siamo d'accordo come delegazione italiana, ci sia una solidarietà anche a favore del Paese dell'Italia per la gestione, per una maggiore, un contributo a dare un conforto, a dare diciamo, un aspetto ricettivo anche a questo flusso migratorio. Thank you very much indeed, Mr. Renzi, for your intervention. Next on my list is Mrs. Baldacchino, please. Thank you, Mr. President, and I will not go into what my colleague Michael Cohen from Malta has already said, but this morning I referred briefly to the woman in the shadow of war, and I strongly believe that we should voice our concern for the women, especially in North Africa and the Mediterranean region. Thousands are fleeing Libya as events are reaching actually crisis point, and this must be hard for everybody, including those living in the shadow of war. And I'd like to ask, or whether we ask this assembly, whether is the right to life a common concern of humankind? We should ask this question continuously as long as there is war. And the sensitive situation in the Mediterranean region has been analysed from many different vantage points. However, the impact on women in the region has been so much more ignored. We have seen pictures, television coverage of women protesting and more, but little has been said about the effect that these extraordinary events are having on millions of women. And I'd like to bring to the attention of this Assembly what has been said in the Gone with the Wind. We were told that war is men's business, not ladies. This was not the case at the time, and it certainly is not the case today. Women are affected by war as much as men are. Therefore, it remains our duty as a peace-loving world, as local and regional authorities, to spare no effort in striving for effective peace in the region and work so that all the affected communities manage to overcome the present crisis and achieve the objective of securing a stable and socially just society for all. In this process, Mr. President, the social needs of women must be at the top of all reform agendas. And our colleague has proposed, if there is the possibility to include a paragraph in the text, I agree totally with her. Thank you very much.
Okay, well, just let me remind you, there is not a text to be adopted today. This is an emergency debate. It's an expression of solidarity. It's not a resolution or a text. Okay, no, I'm sorry, I've got to move on. But I'm on my last speaker on the list, which is Mr. Pellegrini, please. Grazie Presidente, anche per la precisazione che ha fatto prima di darmi la parola. Io ho una certa frequentazione di quei paesi almeno da oltre 10 anni e fra tante sorprese io mi sorprendo del fatto che ci sia una sorpresa di quello che è successo, perché nel 1995 abbiamo avviato il processo di Barcellona indicando nel 2010 la realizzazione di un'area di libero scambio. Attorno a 10 anni fa si parlava dell'esigenza di creare 50-60 milioni di posti di lavoro per la crescita demografica in questi paesi. Sappiamo che c'era appunto uno sviluppo abbastanza rapido e anche esplosivo di articolazione della società, quelle che noi chiamiamo in termini sociologici la società civile. Sapevamo, vedendo centinaia di migliaia di giovani che poi sono scesi in piazza, appunto istruiti, colti, laureati, credo che e lo stesso giovane tunisino è stato richiamato da Presidente, era laureato e quindi quando le hanno tolto il carrettino gli toglievano appunto, lì nasceva l'umiliazione, anziché avere un lavoro qualificato secondo le proprie attese di un giovane laureato, gli toglieva proprio lo stecchino da denti per passare la giornata. Quindi le sorprese non ci dovevano essere. Il fatto quando diciamo che siamo sorpresi è perché vogliamo nascondere il fallimento del processo di Barcellona, perché il processo di Barcellona significava produrre in questi paesi riforme economiche, sociali, istituzionali, giuridiche. Oggi cosa chiedono i giovani e le centinaia di migliaia di persone che sono scesi nella strada? Lavoro, democrazia, libertà. Cioè quello che non è stato fatto. Allora, e poi è anche un'altra, ho partecipato anche alla conferenza di Malaga, dove purtroppo, devo dire, il documento comunque è a disposizione alla fine del documento CG 2011, dove c'è la risoluzione riportata, e certo questa risente di una prudenza eccessiva rispetto alla situazione, perché noi abbiamo fatto una conferenza in un momento di turbolenza, di cambiamenti, con persone del passato, che avevano il rispetto di non suscitare le nostre sensibilità. Non c'è traccia, per esempio, di una parte essenziale ed importante della conferenza, quella presieduta dal Presidente Sampaio, dove lamentava e richiamava la nostra responsabilità, prima di tutto aiutandoli a combattere i pregiudizi che abbiamo noi nei loro riguardi, pregiudizi di ogni genere, ma soprattutto la semplificazione che Islam vuol dire fondamentalismo e integralismo, fondamentalismo vuol dire terrorismo, cioè semplificazioni che ci portano lontano da vedere la realtà. Allora c'è un punto della relazione però che io vorrei riprendere per finire, il punto 6, dove dice che noi dobbiamo lavorare strettamente in collaborazione per identificare i piani d'azione. Io direi di partire da qui per essere concreti in proposte e in azioni da fare per aiutare questi paesi, questi popoli che dovremmo essere lieti, esultare perché combattono per la libertà e per la democrazia. È l'antidoto all'autoritarismo, alla miseria e a scappare da questi paesi per andare là dove c'è più speranza di una vita migliore. Quindi loro stanno fondando le premesse per vivere meglio e forse per ritornare ai loro paesi. Il tempo però sarà determinante. Diceva il Presidente della Commissione di Venezia, li chiedono. Certo, c'è una richiesta a cui bisogna dare non risposte che richiedono tempo, ma ci sono anche risposte
tempestive da dare sul piano istituzionale, giuridico, della legislazione, e poi ogni paese differenzia l'uno dall'altro. I ritardi spesso dei nostri europei fanno dei danni gravi, non solo per le decisioni talvolta che non prendono, ma anche i ritardi, perché quello della Libia è veramente un ritardo che peserà anche in vite umane. Grazie. Thank you very much indeed, Mr. Pellegrini. That concludes our emergency debate. As I've said, there is no text for adoption at all. I think that I will give you assurances, colleagues, that the Bureau will certainly continue to monitor, to work in partnership with bodies who are involved within the process. Certainly our colleagues in the Committee of the Regions, despite what Mr. Bakiko said about the European Union, we certainly do want to work with our colleagues within the Committee of the Regions on this issue. And I think particularly to work with the Venice Commission. We heard very, very clearly the work that the Venice Commission are undertaking. Mr. Bakiko has had to leave, but has given me assurances that we will continue to have a dialogue. He is available to give us progress on issues made. So I thank everyone for their contribution to this very important debate, and what is effectively an expression of solidarity with the people of North Africa, and we will keep certainly informed. So thank you very much. I'd like now to move on to the next item